Cet homme est millionnaire, mais il ne sait pas ce que sa fille aime. Ce jour-là, il voulait juste l'emmener au parc. Il ne savait pas qu'un vieux doudou et un sans-abri allaient lui retourner le cœur. Tu veux savoir comment un simple geste peut changer toute une vie? Regarde ça. Marc Delatour, 52 ans, est le visage d'une réussite glacée. Fondateur d'une entreprise technologique cotée en bourse, il vit seul au dernier étage d'un gratte-ciel parisien. Chaque matin, à 6 heures, son appartement s'illumine doucement au son d'une musique classique programmée. Il se lève sans émotion, passe sa main sur son visage en marbre, s'habille sans hésitation dans un costume bleu nuit, repassé au millimètre près. Rien ne dépasse, rien ne s'improvise. Son pantouse, bien que somptueux, est impersonnel. Marbre froid, baies vitrées sans rideaux, œuvre d'art moderne dépourvue de chaleur. Il boit un café court, avale des pilules de vitamines et quitte l'appartement sans avoir échangé un mot avec personne. Élise, sa fille de 9 ans, partage cet appartement comme un fantôme discret. Née prématurée, elle souffre d'une hémiparésie gauche qui ralentit ses gestes et rend certaines activités scolaires difficiles. Sa gouvernante, Sophie, est plus proche d'elle que son propre père. Marc l'embrasse parfois sur le front par réflexe, sans chaleur. Il ne connaît ni ses chansons préférées, ni les noms de ses amis. Pour lui, la douleur de son handicap reste un sujet médical, jamais émotionnel. Pourtant, Élise, douce et rêveuse, observe tout. Elle connaît la solitude, mais ne la nomme pas. Elle vit dans l'espoir muet qu'un jour son père la verra vraiment. Le cœur du foyer est figé. La chambre de son épouse défunte, Anne, n'a pas été touchée depuis sa mort dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Derrière une porte close, des souvenirs en suspens. Sur une étagère, un cadre contient une photo jaunie. Marc, Anne, Élise bébé. Elle semble appartenir à une autre vie. Marc ne parle jamais d'Anne. Il vit dans le futur, car affronter le passé serait trop douloureux. Son monde est un royaume de verre et de silence. Un mercredi matin, la gouvernante tombe malade. Marc, agacé, doit accompagner Élise au parc. Il tente de garder un ton neutre. « Habille-toi vite, je te dépose avant ma réunion. » Élise hoche la tête, trop surprise pour poser des questions. Dans le parc, elle s'assoit sur une balançoire, serrant contre elle son vieux doudou, un lapin gris aux oreilles tordues. Marc s'éloigne de quelques pas pour prendre un appel d'affaires. Distrait, il tourne le dos. Le doudou glisse au sol. Élise ne le remarque pas. Un homme s'approche. Ses vêtements sont usés, sa barbe hirsute, mais son regard est vif et tendre. Il se baisse, ramasse le lapin et s'agenouille doucement devant l'enfant. « Tiens, princesse, ton fidèle compagnon a décidé de faire une sieste sans te prévenir. » Il lui tend le doudou avec un sourire taquin. Élise éclate de rire. Un rire d'enfant, libre, pur. Henri exagère un salut chevaleresque. Marc lève les yeux. Ce rire. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas entendu. Henri mime le doudou qui râle. « J'en ai marre qu'elle me traîne partout, je vais prendre un RTT, moi !» Élise rit à gorge déployée. Marc, silencieux, regarde la scène comme s'il découvrait sa fille pour la première fois. Quelque chose se fissure dans son armure. De retour à la tour, Marc tente de reprendre son rythme. Mail, graphique, présentation. Mais l'image d'Élise qui rit ne le quitte pas. Il se surprend à ralentir en passant devant sa chambre. Elle dort, doudou serré contre elle. Il ferme la porte en silence, le cœur étrangement serré. Le souvenir d'Henri l'agace. Il tente de le classer dans un tiroir. Anecdote touchante, incident mineur. Mais ce visage, cette voix, ces mots, ils s'infiltrent. Ce n'est pas ce qu'on possède qui compte, mais ce qu'on partage. Marc revoit Anne. Elle disait souvent cela. Il repense à ce qu'il n'a pas dit, pas fait. Un frisson le traverse. Il travaille plus. Il évite le regard d'Élise. Mais dans ses rêves, elle rit à nouveau. Et dans ses cauchemars, il est seul, dans le silence. Un samedi, Marc retourne au parc. Henri est là, un livre de Victor Hugo à la main. Marc engage la conversation à contre-cœur. Henri parle simplement. Il était professeur. Sa fille Luce est morte d'une leucémie. Depuis, il n'a plus de toit. Mais il garde un calme troublant. « Le monde m'a tout pris sauf une chose, dit-il. Le droit de rester humain. » Il parle plusieurs fois. Henri parle d'amour, de résilience, d'absence qu'on n'apprivoise jamais mais qu'on apprend à porter. La souffrance, dit-il, c'est comme le vent. Tu peux construire un mur ou une voile. Marc se surprend à écouter, à réfléchir, à douter. Et cela lui fait peur, mais aussi du bien. Marc commence à emmener Élise plus souvent au parc.
Il ne répond plus à ses appels. Il s'assoit sur un banc, écoute Henri parler, regarde sa fille jouer. Ces instants deviennent sa nouvelle routine. Élise le regarde différemment. Un éclat de confiance renaît dans ses yeux. Un après-midi, Henri les regarde et sourit. Vous savez, parfois, on cherche à réparer un monde entier, alors qu'il suffit de réparer un cœur. Marc découvre que sa fille adore peindre. Il lui achète une boîte d'aquarelle. Le dimanche, ils peignent ensemble sur le balcon. Elle peint des arbres, des nuages, lui dessine des ombres abstraites. Il lui lit même un conte, maladroitement. Elle rit. « Tu fais trop bien la voix du loup. » Il rougit. Un père maladroit, mais présent. Chaque jour, Marc ressent son cœur s'alléger. Il découvre la tendresse, la patience, l'humilité. Il redécouvre l'enfant qu'il avait mis de côté. Et il se redécouvre lui-même, sans ses costumes ni ses chiffres. Son comportement change, et cela ne passe pas inaperçu. Véronique, son associée, le convoque. « Tu refuses des réunions, tu arrives en retard. Ce n'est pas toi, Marc. Que se passe-t-il » Il hésite, puis dit simplement « Je me réveille ». Les membres du conseil d'administration s'interrogent. On parle de burn-out. On le pousse à déléguer, à reprendre le contrôle. Un soir, seul, il regarde un vieux film qu'il aimait avec Anne. Il pleure. Pour la première fois depuis sa mort, il doute. Il se demande « Est-ce que je mérite encore tout ça? Ma fille, cette seconde chance ?» Mais Élise entre, lui tend un dessin. Un soleil, 3 silhouettes qui se tiennent la main. « C'est nous, papa. » Il l'embrasse et décide de ne plus reculer. Il se regarde dans le miroir. Il n'est plus l'homme froid d'avant. Il est en train de devenir un père. Il accepte de perdre du pouvoir pour gagner en amour. Élise devient sa force tranquille. Elle ne le juge jamais. Un soir, elle lui glisse en l'embrassant. « Tu sens meilleur qu'avant. Tu sens papa. » Ces mots le bouleversent plus que n'importe quel compliment. Mais en coulisses, Véronique organise. Elle le remplace sur des dossiers, tente de convaincre le conseil qu'il est devenu instable. Marc sent la pression, mais il n'a plus peur. Il convoque une réunion. Calme, il démissionne de son poste de PDG. Il nomme à sa place un collaborateur humain, respecté. Puis il regarde ses associés et dit « J'ai construit une entreprise, mais j'avais oublié de construire une vie. » En rangeant la chambre d'Anne, il retrouve un carnet. Des comptes écrits à la main pour Élise. Il les lit à voix haute dans la chambre silencieuse. Il pleure, puis il sourit. Il décide de créer une fondation au nom d'Anne pour aider les enfants porteurs de handicap à accéder à l'art et à la littérature. Il propose à Henri de diriger la médiathèque de la fondation. Henri hésite, puis accepte. « Tu ne m'as pas offert un travail, Marc, tu m'as rendu un rôle. » Lors d'une conférence, Marc raconte son histoire. Il parle d'amour, de perte, de seconde chance. Il cite Henri, Anne et Lise. Les journalistes pleurent. Les vidéos deviennent virales. Un sabotage numérique survient. Des données sont perdues. La fondation est bloquée. Son passé le rattrape. Marc ne panique pas. Il réunit toute son équipe. Henri propose des solutions. Un ancien technicien, touché par l'histoire, offre bénévolement son aide. Ensemble, ils restaurent tout. Marc comprend que le pouvoir n'est pas dans les outils, mais dans les gens, et qu'aucune tempête n'est plus forte qu'un cœur guéri. Marc lit des histoires aux enfants. Il organise des ateliers de peinture avec Élise. Il cuisine. Il apprend à rater, à recommencer, à aimer. Henri publie un recueil de contes. Élise en illustre la couverture. Le livre s'appelle « L'éveil du cœur ». Il est dédié à Anne et à tous ceux qui apprennent à vivre à nouveau. Un soir, sur le balcon, Élise lui dit « Tu sais, papa, le doudou dort avec moi, mais moi je dors mieux, parce que t'es là. » Marc l'étreint, les yeux humides. Il ne répond rien. Il sait que certaines phrases n'ont pas besoin de mots. Parfois, il suffit d'un vieux doudou et d'un sourire oublié pour réveiller un cœur endormi. La véritable richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en regards sincères, en gestes offerts, en temps partagé. Ce n'est pas ce qu'on possède qui change une vie, mais ce qu'on choisit de donner, de soi aux autres. Car le plus grand luxe, c'est d'aimer et d'être aimé, vraiment.